Voilà, donc bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette première conférence dans le cadre de cette semaine du cerveau 2022 sur le forum pédagogique. Et donc, pour cette première conférence, nous accueillons Pascal Toscani. Alors, Pascal Toscani, j'allais dire, on ne vous la présente plus, je vais quand même vous la présenter. Elle est directrice donc, du Grain Monde, laboratoire de neurosciences cognitives, apprentissage et transition éducative, qui est un laboratoire mixte, pluridisciplinaire et multiprofessionnel. Elle est responsable de la certification internationale de neurosciences cognitives, apprentissage et transition éducative, réalisée au sein de la MLF. Alors, cette certification est ouverte à tous. Alors, pour en savoir plus, je vous mettrai des liens dans le chat après avoir présenté Pascal. Donc, un lien pour vous inscrire. Le 22 avril, il y aura une visioconférence de présentation de cette certification. Si vous faites partie du réseau MLF Monde, eh bien, vous pourrez vous connecter avec le lien que je vous mets. Et si vous n'en faites pas partie, vous pourrez contacter Cynthia Beauvois et elle vous donnera les éléments de connexion. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'informations pour vous inscrire, eh bien, je remets dans le chat un troisième lien qui vous permet d'avoir des éléments d'information sur ce diplôme universitaire. Donc, Pascal est aussi chercheur associé au laboratoire de l'IRDEF de l'Université de Montpellier. Son activité professionnelle en dehors de la recherche est d'accompagner des établissements scolaires sur des projets de neurosciences cognitives et de travailler en conséquence le projet d'établissement dans sa globalité pour envisager un changement profond de l'école. Voilà. Donc, à partir de ces recherches sur le cerveau, il s'agit d'en réaliser des transferts neurodidactiques vers la classe dans l'objectif du développement professionnel des enseignants et d'une meilleure connaissance de l'apprentissage pour les élèves. Donc, il s'agit en conséquence de travailler sur l'école du futur. Et je te donne la parole, Pascal. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. Bonjour à tous, toujours ravi d'être avec vous. Et effectivement, c'est sous l'ouverture de cette semaine du cerveau, qui est la 24e en France, la 24e année que cette semaine du cerveau est ouverte. Je vais travailler sur ce titre « Avons-nous besoin des neurosciences pour changer l'école ?» Je vous propose de partager un diaporama. Peut-être c'est peut-être que d'écouter. Comme ça, je me suis dit que voilà, un partage d'image est peut-être utile. Alors, je vais partager mon diaporama. Cette question, avons-nous besoin des neurosciences pour changer l'école, est peut-être étrange parce que finalement, ce titre ne recèle pas une question, mais deux. La première interroge la place des neurosciences à l'école et la seconde, la nécessité, ou non d'ailleurs, de changer l'école. Sans compter peut-être une troisième question sous-jacente qui interroge les liens entre ces deux premières questions. Et pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose dans un premier temps de faire le point sur le rapport entre les sciences cognitives et les situations d'apprentissage, et telles que nous pouvons les observer dans le système scolaire, et pour le dire autrement, faire le point sur ce que nous savons aujourd'hui du fonctionnement du cerveau que l'école devrait prendre en compte pour favoriser les apprentissages. Et dans un deuxième temps, je vous propose de nous interroger non seulement sur les raisons de faire évoluer le système éducatif, mais aussi de tracer des perspectives nouvelles qui justifieraient ce changement. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dénoncer ce qu'il faut sans doute abandonner sans énoncer quelques grandes lignes qui donnent à voir le nouveau visage de l'école. Et sans même faire référence aux inquiétudes actuelles qui traversent l'avenir du monde, la pandémie et le conflit mondial notamment, je ferai référence au programme de l'UNESCO paru en 2015, programme qui traçait déjà d'ailleurs les grandes lignes de l'éducation pour l'horizon 2030, qui mettait en lumière le fait que nous ne résoudrons pas les problèmes de demain avec les solutions d'hier.
La première question que j'évoquais était est-ce que nous avons besoin des neurosciences pour interroger ou améliorer ou éclairer le système scolaire? Dans la vie courante, comme à l'école, nous employons le verbe apprendre comme si nous étions finalement tous d'accord sur sa signification, qu'il s'agisse d'ailleurs de connaissances ou de savoir-faire. En français, ce n'est pas la même chose en anglais, mais en français, apprendre recèle une ambiguïté parce qu'il peut vouloir dire enseigner, soit apprendre. Et cette première superposition de signification ouvre la porte aux confusions auxquelles vont s'ajouter différentes conceptions de l'apprentissage au fur et à mesure du temps. Alors, 4 théories en particulier, 4 théories de l'apprentissage sur à peine un siècle vont marquer de leur empreinte et apporter au verbe apprendre des couleurs bien différentes. Dans l'ordre chronologique apparaissent le behaviorisme, le constructivisme, le cognitivisme, le connexionnisme. Et l'évocation de ces théories psychologiques, qui peut peut-être vous paraître un peu prétentieuse, en une présentation, je vais faire une présentation rapide, mais ça permet de comprendre que ces conceptions vont de fait influencer la formation des enseignants et directement ou indirectement peut-être marquer l'école et leurs empreintes. Ce qui veut dire qu'avant même de répondre à ma question, j'attire votre attention par cette présentation sur une présence implicite des neurosciences dans le quotidien de l'école depuis des décennies. C'était sous-jacent, ce n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, mais c'était bien existant. Alors, pour rafraîchir très rapidement notre mémoire, je devais résumer en fait le behaviorisme. On pourrait dire qu'à l'époque, pour le behaviorisme, apprendre se confond avec les schémas de communication qui déterminent l'émetteur, le récepteur, et qui considèrent donc comme essentiel le stimulus et la réponse. Pour les behavioristes, ce qui se passe dans notre cerveau est assimilé en gros à une boîte noire à laquelle nous n'avons globalement pas accès. Et donc, apprendre consiste donc à produire une réponse en adéquation avec un stimulus. Et donc, l'accent est mis sur des comportements observables, préalablement définis par des objectifs. Nous en connaissons encore aujourd'hui des prolongements dans la formulation rigoureuse des objectifs et de leurs critères d'évaluation. Critères qu'il faut, je pense, vraiment interroger aujourd'hui. Pour faire vite, le constructivisme, lui, fait essentiellement référence aux travaux de Piaget, qui cherche à comprendre, lui, de quelle façon s'élabore la connaissance et plus globalement la construction de l'intelligence au cours de l'enfance. Les théories constructivistes vont apporter dans le système scolaire, tel que nous le connaissons aujourd'hui d'ailleurs, 3 dimensions qui vont permettre une réelle avancée dans l'apprentissage. Le premier apport, sans doute le plus important, c'est la rupture avec le modèle transmissif. L'enseignant sait qu'il ne transfère pas son savoir dans la tête de l'élève. C'est bien l'élève qui construit, ou plus précisément, reconstruit ses connaissances. Le deuxième apport en lien avec le premier a pris le nom qu'on connaît bien aujourd'hui de conflit cognitif. Ça veut dire quoi? Si l'élève construit peu à peu ses connaissances, cela implique que chaque connaissance nouvelle, chaque observation puisse entrer en conflit avec les connaissances et les observations antérieures. L'apprentissage va donc prendre place dans le déséquilibre entre ce que l'élève croyait savoir et la résistance que lui oppose la réalité. Le troisième apport découle logiquement des 2 premiers, à savoir que l'apprentissage est facilité par des situations que conçoit l'enseignant pour ses élèves en fonction de leurs connaissances antérieures et de leur capacité d'apprentissage. On va vite passer au cognitivisme qui, lui, va se situer dans le prolongement du constructivisme. Il ne va pas modifier profondément la posture de maîtrise de l'enseignant, mais il va introduire l'idée que tout apprentissage est guidé par les besoins de l'élève et par des buts qu'il cherche à atteindre. Donc, apprendre ne se limite pas à comprendre et assimiler, mais ce qui est enseigné, mais apprendre, c'est aussi
rompre avec des conceptions naïves, enfantines, que toute enfant s'est construite pour donner sens au réel et que d'ailleurs certains d'entre nous continuons à concevoir de cette façon-là. Donc celui qui enseigne dans le cognitivisme ne peut donc pas faire fi des représentations de ses élèves. Pour les cognitivistes, le monde tel que nous le percevons est indépendant de celui qui le perçoit. Donc pour le cognitivisme, apprendre, c'est être guidé pour aller vers ce monde réel, régi par des lois que la science s'efforce de définir. Et donc ici, le rôle de l'enseignant est celui d'un passeur qui doit permettre à l'élève de se confronter à cette réalité pour être en mesure de comprendre le monde tel qu'il est. Ce que nous devons retenir de l'héritage de ces trois théories, aujourd'hui encore bien présente dans le système scolaire, c'est que la priorité est donnée à l'enseignement, c'est-à-dire à l'organisation des situations dans lesquelles sont placés les élèves pour qu'ils puissent apprendre. Et au fur et à mesure que les recherches en sciences cognitives mettent en lumière la complexité de l'acte d'apprendre, eh bien, le système éducatif renforce son arsenal pour que l'enseignant puisse garder la maîtrise de l'apprentissage. Et cela passe notamment par une alliance entre la didactique naissante et la pédagogie qui s'appuie sur des siècles d'expérience et de pédagogues célèbres. Actuellement, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle le connexionnisme. Là encore, pour faire simple, pour essayer de faire simple, nous pourrions dire que la date de naissance qui correspond au connexionnisme donc correspond à la parution du livre de Jean-Pierre Changeux qui s'intitule « L'homme neuronal ». C'est 1983, date aussi, entre parenthèses, de l'évocation pour la première fois des intelligences multiples de Howard Gardner. S'ouvre alors une ère nouvelle qui part d'une compréhension sans cesse affinée des mécanismes du fonctionnement du cerveau pour s'étendre d'abord au monde de la santé et à la compréhension des pathologies neurologiques, puis au secteur de l'éducation et de la formation, pour aboutir à l'élaboration de l'intelligence artificielle aujourd'hui en plein essor. Donc, l'entrée en scène avec des électroencéphalogrammes et de l'imagerie cérébrale nous a fourni les moyens de lire et de comprendre l'activité du cerveau dans les proportions qui étaient jusque-là inimaginables. Sans dresser une liste exhaustive de tout ce que la recherche est capable d'énoncer aujourd'hui dans le domaine de la neurophysiologie des sciences cognitives, je vous propose quelques éclairages qui me semblent répondre à la question de la présence indispensable des neurosciences dans le champ de l'éducation. Et ces éclairages ne sont pas des nids de recettes universelles, ni des prescriptions de méthodes d'enseignement. C'est une manière d'interroger le système éducatif dans sa façon de penser les processus d'apprentissage. Et j'en profite pour préciser qu'il n'y a en effet ni recette universelle pour apprendre, ni méthode d'enseignement universelle pour enseigner. Les élèves ne sont pas des clones et les enseignants ne sont pas des exécutants grégaires. La présence des neurosciences à l'école entre tout à fait logiquement dans les problématiques d'une institution qui partage à la vie et à l'évolution, qui participe à la vie et à l'évolution de la société. Nous n'imaginons pas une école qui ne voudrait rien savoir du numérique, des connaissances sur la dyslexie ou des études sur les inégalités sociales. Comment, dans ce cas, imaginer qu'elle puisse fermer la porte à une conception scientifique de l'apprentissage, alors qu'elle s'interroge par ailleurs sur l'efficacité de ces méthodes d'apprentissage. En quoi consistent ces bouleversements induits par cette conception scientifique de l'apprentissage ? Je vous propose, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 5 éclairages qui sont assez représentatifs de ce que l'on sait aujourd'hui en sciences cognitives. Le premier serait le rapport du cerveau au réel, et cela dès la naissance, chez le tout petit bébé, la place de l'erreur, l'élaboration des règles qui organisent notre vision du monde, des règles neurologiques qui organisent notre vision du monde, ce qu'on appelle l'autorégulation et, en tout dernier, la métacognition. Alors, concernant le rapport du cerveau au réel, à la fin des années 90, les travaux de l'américaine Alison Gopnik ou ceux de Jacques Meller en France nous révèlent
que les bébés ne naissent pas vierges de connaissances et qu'ils sont tout à fait capables de raisonner logiquement. C'est le point de départ d'un faisceau de recherches qui permettront de découvrir que notre cerveau ne se limite pas à accueillir les stimuli pour construire et empiler les connaissances, mais qu'il est lui-même créateur d'un monde intérieur, à la recherche de la plus grande cohérence. Des études plus récentes prouvent que les bébés, par exemple, savent distinguer les objets qui répondent aux lois de la physique des personnes, par exemple, qui agissent en fonction de la psychologie. Donc, nous comprenons le monde à partir de ce que nous sommes et ce qui nous constitue, à savoir notre langue, notre culture, nos croyances et nos échelles de valeurs. Notre cerveau, que Stanislas Dehaene qualifie de statisticien, est capable, dès qu'il est tout bébé, pour l'enfant, pour le bébé, d'émettre des probabilités sur ce qui est susceptible d'arriver et il vérifie dans le même temps si la probabilité s'avère juste ou non. Les hypothèses sélectionnées peuvent se transformer en connaissances éventuellement solides sur notre environnement. C'est-à-dire que plus notre cerveau émet des hypothèses, plus il développe des capacités d'apprentissage. Concernant la place de l'erreur, tout à fait logiquement après justement le rapport au réel, en procédant ainsi par formulation d'hypothèses, le cerveau est susceptible, comme tout enquêteur, de partir évidemment sur une fausse piste. En fait, ce n'est qu'à partir de ses propres erreurs, c'est-à-dire à partir d'hypothèses qui ne répondent pas à ce qui était attendu, que le cerveau apprend. Apprendre consiste donc à ajuster peu à peu ses hypothèses avec ce qui advient le plus fréquemment dans la même famille de situations. La question essentielle posée ici par les sciences cognitives interroge la place indispensable de l'erreur dans la démarche d'apprentissage. Cette mise en lumière de la place et de l'intérêt de l'erreur bouscule les pesanteurs de l'évaluation qui vont du besoin maladif de notes jusqu'au choix des supports traditionnels de l'école. Je pense symboliquement au tableau qui, de la craie au feutre effaçable, permet toujours de faire disparaître l'erreur le plus vite possible. Passons à ce qu'on appelle l'élaboration de règles ou de méta-règles. Sur le chemin toujours qui mène à la formulation de l'hypothèse, à l'acquisition de connaissances relativement stabilisées, le cerveau passe par d'autres étapes qui consistent notamment à compiler des statistiques, à repérer les fréquences pour élaborer des règles afin d'organiser et de hiérarchiser les informations. Plus ces règles se trouvent confirmées par des nouvelles informations ou des nouvelles expériences, plus elles sont généralisables à d'autres situations. Au concept de représentation se substitue donc la complexité de modèles internes capables de formuler des véritables méta-règles qui permettent à la fois de traiter l'information en temps réel, mais aussi de nous préparer à toutes les situations à venir. Donc l'apprentissage ne répond pas à une logique linéaire qu'on pourrait définir a priori, dont on pourrait définir a priori les étapes, mais plus vraisemblablement à une logique spiralaire qui se traduit par une capacité illimitée de notre cerveau à s'adapter sans cesse, à tous les instants. Et Stanislas Dehaene toujours évoque ce réajustement progressif en insistant justement sur la double fonction du cerveau qui agit en même temps qu'il évalue son action. C'est cette capacité incroyable du cerveau. Et que justement, grâce aux critiques qu'il se forge au fil des essais, le système neurologique dispose d'une évaluation de ses actes à chaque instant et non plus seulement à la fin de la partie. Et l'autre moitié du cerveau, l'acteur, peut alors utiliser cette évaluation pour se corriger lui-même. Et donc, la logique linéaire qu'il nous faudrait abandonner s'inscrit dans des étapes très traditionnelles. Explication, compréhension, application, évaluation. Autrement dit, une ligne droite qui mène l'élève
de l'ombre à la lumière ou de l'ignorance à la vérité. Ce qui se dessine avec les neurosciences ressemble plutôt à une co-construction des savoirs, à une élaboration à partir d'hypothèses, justement, et de questionnements. En somme, le principe de la classe inversée ou renversée, comme nous dit Jean-Charles Caillez, n'arrive pas au hasard dans le paysage. Pas plus que les multiples publications, en particulier celle de Sylvain Connac, sur l'apprentissage entre pairs et sur la coopération au sein de la classe. Et pour rester au plus près des recherches en neurosciences, eh bien, nous évoquerons aussi les résultats des études comparatives entre ce qu'on appelle l'apprentissage distribué et l'apprentissage massé. L'apprentissage massé consiste à traiter un sujet de bout en bout, un chapitre par exemple, et de clore cet apprentissage par une évaluation qui porte sur l'ensemble des données. Dans ce cas, le cerveau a toutes les chances de voir court-circuiter son système de rétropropagation des erreurs, c'est-à-dire un système d'autorégulation qui remet en cause les hypothèses formulées précédemment et qui se sont révélées erronées. Il n'en a pas le temps et on ne lui laisse pas le temps. On entend par apprentissage distribué une démarche qui consiste à répartir l'apprentissage dans le temps en séquences plus courtes. Dans la situation d'un enseignement distribué, cette surcharge cognitive est très largement allégée au profit d'un renforcement de la mémoire à long terme et d'une plus grande efficacité de la mémoire de travail. Et en effet, d'une part, entre chaque période d'apprentissage, le cerveau stabilise le processus de mémorisation, notamment durant les phases de sommeil. D'autre part, chaque nouvelle période d'apprentissage permet de réajuster les connaissances antérieures. Dernier point avant l'école de demain, avant d'aborder l'école de demain, parlons de la métacognition. Et justement, je vous invite à un petit plongeon dans ce que nous appelons la métacognition. Stanislas Dehaene, toujours, il y en a d'autres, mais je trouve qu'il est particulièrement brillant dans sa manière de définir les choses, définit la métacognition ainsi. Il dit « Il s'agit des processus qui surveillent les autres processus cognitifs et qui permettent de les manipuler. » Et nous retrouvons donc le principe d'autorégulation auquel il faudrait associer la capacité de notre cerveau à nous fournir une image de nous-mêmes. Non seulement nous avons conscience d'être nous-mêmes, mais nous sommes en capacité de savoir ce que nous savons et de ce que nous ignorons. Et nous sommes capables d'interroger notre propre savoir et de construire, à partir de notre connaissance, des stratégies pour améliorer notre façon d'apprendre. Cela veut dire que la prise en compte de l'image de soi est déterminante dans l'apprentissage parce qu'elle influence le niveau d'engagement de l'effort que l'élève est prêt à consentir et sans doute aussi le niveau de motivation que l'élève est capable de donner. Elle est composée de nombreux facteurs, cette image de soi, de l'origine socio-culturelle, des rapports à la discipline concernée, sa conception de l'intelligence, se croire intelligent ou pas, son regard sur la notion de la réussite scolaire. Il y a tellement d'élèves qui ne posent jamais de questions, par peur d'être perçus comme trop stupides. Et il est donc important que les enseignants intègrent ces facteurs liés à l'image de soi, justement lorsqu'ils sont dans cette posture d'accompagnement de la métacognition. Mais il leur faut aussi rassurer les élèves justement dans leur rapport à l'erreur qui doit être considéré comme une étape normale dans le parcours d'apprentissage. Allons vers cette école de demain. Excusez-moi. Cette approche en 5 éclairages ne prétend évidemment pas faire le tour de tous les apports neuroscientifiques. J'aurais pu évoquer évidemment ce qui concerne l'attention, la mémoire, le stress, la flexibilité cognitive, etc. C'est-à-dire d'autres domaines qui sont en jeu dans l'apprentissage et qui participent aussi largement aux apports des neurosciences dans le champ de l'éducation. Alors, je me suis limitée à quelques points précis et fondamentaux pour laisser du temps justement à ma deuxième question de départ qui concerne le changement de l'école.
deux verbes pourraient illustrer ce que j'ai envie de partager avec vous. Ces deux termes seraient bousculer et basculer. Bousculer nos conceptions de l'apprentissage pour basculer vers une nouvelle ère, une nouvelle conception de l'éducation et de l'école. Une nouvelle ère qui prend naissance en ce début du XXIe siècle et que nous pourrions symboliquement dater par l'apparition de l'essai d'Edgar Morin, quand il a pensé et rédigé, à la demande de l'UNESCO d'ailleurs aussi, cet ouvrage absolument merveilleux qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Depuis, beaucoup de voix se sont fait entendre pour repenser l'école à l'échelle des changements profonds qui nous attendent, bien sûr, qu'il s'agisse du climat, de la protection de l'environnement ou notre façon de consommer. Des changements qui appellent le développement des compétences que l'école ne place pas aujourd'hui en tête de ses priorités. Des changements qui nous engagent à regarder au-delà de nos frontières intérieures, selon la belle formule de Julia Kristeva, pour envisager nos relations aux autres. Et pour entrer dans cette nouvelle ère que l'on croit d'abord et avant tout dénoncer, que l'on doit d'abord avant tout dénoncer, abandonner, laisser derrière nous, pour être en capacité de basculer vers le changement. Lesquels seraient-ils ? La plupart des savoirs scolaires que les enfants apprennent aujourd'hui ne seront plus pertinents pour leur avenir professionnel. Est-ce qu'il faut en réaction alourdir les programmes et courir auprès du déferlement de nouvelles connaissances? Évidemment non. La course serait perdue d'avance pour deux raisons. La première, c'est que les programmes sont toujours plus importants que ce que les élèves peuvent apprendre. La seconde, c'est que le rythme d'accroissement des connaissances ne cesse de s'accélérer. D'ailleurs, la plupart des jeunes disent qu'ils ne se retrouvent pas dans l'école d'aujourd'hui, comme si ce qu'on leur enseignait aujourd'hui ne faisait plus sens pour eux. Ce ne sont plus tant les connaissances en elles-mêmes qui les intéressent de trouver en classe, puisque ces mêmes connaissances sont à disposition sur le net. C'est plutôt que chacun peut faire de ses connaissances pour lui-même, c'est ce que chacun peut faire pour ses connaissances pour lui-même et pour son avenir avec les autres. Et de leur côté, les enseignants s'inquiètent aussi sur ce déferlement incontrôlable des connaissances dont les jeunes ne vérifient pas les sources. Où se situe alors le cœur de leur métier? Comment accompagner les élèves vers ce nouveau rapport au savoir et vers l'acquisition des compétences adaptables aux évolutions rapides de leur environnement social et professionnel? Comment préparer les jeunes à la fluidité de leur parcours de formation? Nous allons devoir changer de paradigme social et implicitement, nous dit Antonio Novoa, nous allons devoir changer le paradigme de l'éducation. Nous devons changer parce que nous n'avons pas le choix, parce que l'école n'échappe pas aux évolutions de notre écosystème et de notre environnement. Maintenir coûte que coûte dans des conceptions figées de l'apprentissage, de l'éducation et de la formation nous mettrait en porte-à-faux avec les apports et les connaissances dont les jeunes ont besoin pour affronter et construire le monde de demain. En quelque sorte, il est de notre responsabilité de faire des choix dans ce dont nous avons hérité pour en abandonner une partie. Nous ne devons garder que ce qui nous permettra d'accompagner les enfants vers leur avenir et de construire avec eux une école qui leur donnera la capacité d'affronter l'incertitude. Dans un des tout derniers rapports de l'UNESCO, qui date de décembre 21, c'est tout frais, qui s'intitule « Repenser nos futurs ensemble, nouveau contrat social pour l'éducation », nous retrouvons précisément cette proposition d'un nouveau contrat social décliné en ces termes. Il est écrit « Le nouveau contrat social doit être enraciné dans les droits humains et être fondé sur les principes de non-discrimination, de justice sociale, de respect de la vie, de la dignité humaine et de la diversité culturelle. Il doit aussi s'appuyer sur une éthique de la sollicitude, de la réciprocité et de la solidarité. Il doit enfin renforcer l'éducation comme projet public et un bien commun de l'humanité. » Nous entrons donc dans le monde de demain comme nous entrons sur une terre étrangère. Tout reste à découvrir. Or, ce voyage vers le monde de demain nous rend fragiles et l'histoire nous a montré qu'en toute crise, ce sont les valeurs
qui sont les premières à être menacées, notamment justement celles que mentionne le rapport de l'UNESCO. Il est donc important que tout établissement ait un projet qui exprime sa raison d'être. Et pour cela, il ne doit cesser de réinterroger ses valeurs fondatrices. Le monde change, certes, mais ce qui reste fondateur pour toute école, c'est d'être en mesure de répondre à la question « Quel humain cherchons-nous à former ?» En guise de conclusion, je vous propose de tracer à grands traits le visage de cette école nouvelle sans quitter la question des neurosciences, tout au moins dans un premier temps. Si nous repartons des 4 éclairages présentés précédemment, nous voyons émerger 3 grands principes. Le premier principe concerne la posture de l'élève par rapport au savoir et à sa façon de se situer dans l'apprentissage. La mise en lumière d'un cerveau prédictif, statisticien, comme on le disait, devrait conduire logiquement à privilégier en classe toutes les attitudes et démarches d'un élève chercheur. J'entends par là un élève qui n'attend pas l'information comme un consommateur, mais un élève qui se questionne, qui formule des hypothèses, qui interpelle, qui interroge l'enseignant, un élève engagé dans l'apprentissage, en somme, qui évoque pour moi cette citation de Goethe, tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. Le deuxième principe concerne l'évaluation. Non seulement l'erreur ne peut pas être sanctionnée, mais elle doit au contraire alimenter l'avancée dans la connaissance et rythmer l'apprentissage. En bref, nous pourrions dire que l'évaluation, surtout si elle est différée, est à utiliser avec parcimonie au profit de la rétroaction, c'est-à-dire du retour rapide et immédiat de la réponse tout au long de l'apprentissage. Le troisième principe concerne l'organisation temporelle de l'apprentissage, largement évoqué à propos de l'enseignement fractionné aux dépens de l'enseignement avancé. J'ajouterai l'interdisciplinarité, c'est-à-dire la sortie des silos disciplinaires totalement inadaptés aux connaissances actuelles et aux disciplines émergentes. Si je marie ces 2 approches, celle du fractionnement et celle de l'interdisciplinarité, c'est pour évoquer une école où le découpage en heures de cours, identique pour les enfants du même âge, se verra très sérieusement remis en cause. Et au-delà de ces 3 principes, essentiellement liés à ce que j'ai peut-être un peu énoncé précédemment, c'est un lapsus, j'aimerais élargir maintenant le cadre en dehors de la classe pour évoquer d'autres principes liés au développement de la personne même de l'élève à l'école, mais aussi au cœur de la ville et au cœur de la vie. Pour cela, je vous invite à regarder les sciences cognitives comme des ressources pour inspirer et nourrir des projets éducatifs à venir. Je pense notamment à la conception de l'intelligence, enfin débarrassée de ses calculs d'apothicaire et de sa fixité pour laisser place à une conception dynamique et évolutive. Il y a environ 250 ans, Emmanuel Kant nous disait que finalement, on ne mesure l'intelligence d'une personne qu'à la qualité d'incertitude qu'elle est capable de supporter. Et combien c'est vrai aujourd'hui. Je pense aussi à l'importance de la flexibilité cognitive sans laquelle il n'est guère possible de développer l'esprit critique et qui demande d'être prise en compte dans les démarches d'apprentissage, mais aussi hors de l'école. Je pense à la créativité mise à mal au fur et à mesure que les enfants avancent dans leur scolarité et s'absorbent dans les savoirs académiques. Au fond, ce qu'on pourrait dénoncer à travers cette recherche de l'école de demain, c'est l'immobilité de celle d'aujourd'hui. Le défi de l'école de demain, c'est, comme le dit François Tadei dans « Et si nous », 3 petits points, un livre que je vous conseille vivement de lire, il s'agit de former des jeunes qui ont acquis les compétences pour comprendre les défis d'aujourd'hui, mais qui sont capables de bousculer le statu quo qui n'est pas durable. Lorsque je formulais tout à l'heure la question « Mais quel humain cherchons-nous à former ?» j'ai envie de répondre peut-être moi-même qu'il soit précisément humain, c'est-à-dire profondément humain et libre. Et puisque j'ai évoqué le livre de François Tadei, je compléterai volontiers ce que je viens de dire en le citant encore à propos de l'intelligence artificielle. Il dit « Les machines en savent plus que nous-mêmes, et nous manipulent pour influencer nos choix, le plus souvent à notre insu. » Et peut-être que le jeune humain à former serait une personne capable
de faire ce qu'aucune machine ne sait encore faire. Philosopher, s'engager, relever des défis et les résoudre. Le connais-toi toi-même, comme disait Socrate. Connaître son fonctionnement psychologique, social, cognitif, pour être à la fois acteur et auteur de ce monde. Je vous remercie. Merci Pascal. Merci beaucoup. Alors, les gens t'écoutaient et on n'a pas encore de questions dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas soit à les poser dans le clavardage, soit éventuellement à prendre la parole. Vous pouvez lever la main. Vous avez la petite main qui peut se lever. Ah, alors Amina, est-ce que c'est bien le prénom? Oui, bonjour. Amina. Bonjour Amina. À tous. Déjà, merci pour cette réflexion et ce partage. Et juste un partage de réflexion, je suis formatrice pour adultes et cette question est importante parce qu'au quotidien, les adultes que j'accompagne reprend ce que vous avez dit, surtout sur la difficulté de l'apprentissage massé. Elles viennent adultes avec ces inquiétudes et difficultés en salle. Et notre plus grand challenge, finalement, c'est même pas d'accéder au savoir, c'est d'oublier cette façon d'avoir appris. Et c'est pour ça que je souhaitais vous écouter pour réfléchir et vérifier à quel moment, parce qu'ils nous parlent de leur enfance, de l'école, et je me dis, mais à quel moment ils ont été si en difficulté, si, parfois le mot est un peu dur, mais traumatisés, pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'apprentissage passe que par du « je dois savoir » et apprendre par cœur. Et en tant que jury, ils nous redisent que ce qu'ils ont appris par cœur, alors qu'en tant que formateur professionnel, on attend une posture. Et je trouve que c'est pertinent parce que grâce à ça, je vais pouvoir les accompagner et leur dire, voilà, à un moment, c'est ce qu'on vous a demandé, mais c'est plus ce qu'on vous demande. Et dans votre réflexion de l'humain de demain, je vais pouvoir les accompagner grâce à ça. C'est pour ça que je me suis permise aussi de vous demander les citations, parce que je vais essayer de me les approprier pour avoir les bons mots et la bonne posture moi-même pour pouvoir leur apporter ces réflexions que vous avez apportées aujourd'hui. Donc, je tenais à vous remercier. Merci Amina. Et effectivement, il est vraiment question de la temporalité. Parce que si le souci de l'apprentissage des personnes qui apprennent et de mémoriser, ce n'est pas la même chose que le souci de la compréhension. La compréhension a besoin de temps. Il faut que le cerveau intègre ce qu'il entend. Mais si effectivement l'apprentissage est un TGV, du coup, on court après l'information, on court après la mémorisation. Et ce n'est pas du tout la même chose. On peut très, très bien mémoriser, ne rien comprendre à ce qu'on apprend, mais on sait très bien mémoriser. Et il y a les enfants qui ne veulent pas mémoriser parce qu'eux, ils veulent parler avec leurs mots, mais souvent, ce n'est pas autorisé. Mais surtout chez les tout petits. Alors qu'un enfant qui tente de dire les choses avec ses mots, et même si ce qu'il dit n'est pas réel, c'est déjà une information absolument incroyable de ce qu'il comprend, et c'est à partir de là qu'il faut partir. Merci pour cette réponse, oui. Et qui est valable pour les adultes, justement. C'est pour ça que c'est pertinent. Merci. C'est vrai tout au long de la vie. Ça s'appelle l'apprentissage. L'apprentissage a besoin de temporalité. Très bien, merci. Alors, on a des collègues qui disent qu'effectivement, ça répond à la pédagogie freinée. On a une autre main levée. Alors, du coup, je vois plein de lettres. Alors, je ne sais pas. Mais c'est Marie-Bénédicte. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je vais partager parce que je forme des enseignants et donc je vais rebondir sur ce que disait Pascal au niveau de la classe inversée. Moi, j'avoue que j'ai changé de nom à cause des parents. Tout simplement parce que sinon, beaucoup d'enseignants se trouvaient confrontés aux parents qui disaient alors c'est nos enfants qui font classe. Pour le transformer en acti-classe, ce qui rebondit sur ce que vous dites, c'est-à-dire rendre l'élève acteur sur les apprentissages. Et dans la formation des enseignants, j'ai beaucoup utilisé les vidéos de Sylvain Cagnon sur Apprendre à apprendre, oui, qui donnaient beaucoup de pistes, j'ai trouvé. Oui. Et c'est vrai que ça peut bousculer parce que ce que vous dites, effectivement, on l'entend beaucoup, alors qu'en fait, c'est tout à fait essentiel parce que en lisant un texte ou en lisant une information, si les élèves ont des questions à poser, c'est la moitié du travail qui est fait. Ça veut dire que l'élève est déjà en recherche. Donc, c'est tout à fait fondamental, effectivement. Mais encore une fois, c'est la logique de transposition d'une information dans le cerveau qui change. Et aujourd'hui, les pédagogues sont à peu près au clair avec ça, mais ça bouscule les représentations des parents, c'est vrai. Ceci, moi, je suis assez positive parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants maintenant qui font des activités quand même. On est un peu moins dans le transmissif. On va être un tout petit peu optimiste. Oui.
On a une question de Delphine qui a levé la main. Et de Claude. Alors, on a des questions dans le chat aussi. On va prendre une question de Delphine et puis après, on prendra peut-être une question du chat. Oui, bonjour, merci. Bonjour. C'est à chaque fois extrêmement complet et vraiment éclairant. Enfin, voilà, à chaque fois, ça suit vraiment une ligne qui est très claire, je trouve, à mes yeux. Alors moi, je rajouterais vraiment cette histoire d'apprentissage, mais je pense qu'il faut parler vraiment de mise en conscience, parce que c'est ça. Et quand on parle, c'est moi qui ai dit qu'on se rapprochait, enfin, à quel point c'est à chaque fois, je trouve, en lien avec la pédagogie Freinet. Parce que Freinet, en fait, s'était formé à des hommes. Ce n'est pas des citoyens, ce sont des hommes. Et les hommes, en fait, hein, justement, on attend de l'action, de l'engagement. Et effectivement, il faut être conscient de ce qui se passe. Et quand on construit le monde de demain, justement, le truc, c'est que c'est être auteur en fait de son travail. C'est vraiment ça. Et c'est chercher aussi à ce que ce soit vraiment eux qui le construisent et non pas forcément qui s'adaptent au monde de demain. C'est-à-dire qu'on peut aussi choisir de ne pas s'adapter à ce qui va se passer demain, mais à le construire pour que l'on puisse vivre ensemble correctement. Oui, oui, j'entends bien. Merci pour cette intervention. Merci Delphine. Alors, j'ai une question du chat et puis après, il y avait Claude qui avait levé la main. Alors, on va prendre la question du chat et puis Claude, je te donnerai la parole. Alors, une question de Gladys. Bonsoir Pascal, j'aimerais savoir ce qu'on appelle la discipline émergente. Une discipline émergente, ce sont des nouvelles disciplines que l'on n'enseignait pas forcément dans les disciplines classiques de l'éducation nationale, mais des disciplines d'ailleurs qui existent dans le monde après le lycée, dans le monde universitaire ou le monde de la formation, autour de l'intelligence artificielle, par exemple, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, ce sont toutes les nouvelles disciplines qui, elles, d'ailleurs, sont souvent pluridisciplinaires, qui font appel à des connaissances de beaucoup de disciplines. C'est pour ça que la complexité est très en lien avec les disciplines. Enfin, les disciplines émergentes sont des disciplines de la complexité. Merci. Alors, Claude, tu avais levé la main. Est-ce que tu veux poser une question? Oui, vas-y, nous t'écoutons, Claude. Alors, ma question, c'était de savoir comment parvenir à aider les élèves à apprendre. Donc, c'est comment apprendre à apprendre. En gros, c'est ça. Alors, merci Claude. Je crois que je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ça pour le temps qui me reste. Peut-être je reprendrai les paroles de Delphine, mais dans le sens où, excusez-moi, ça va vraiment être une réponse très, très restreinte, mais la prise de conscience me semble fondamentale. C'est-à-dire que si l'élève apprend en empilant les informations les unes au-dessus des autres, il y a peu de chances qu'il puisse intégrer cette connaissance. Peut-être que oui, peut-être que non, mais j'ai quand même des doutes. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a l'impression que l'élève a compris ou a appris quand, avec une évaluation, on lui demande de redonner ce contenu et que souvent il redonne ce contenu, mais s'il n'est pas capable de le reproduire 1 mois après, 6 mois après, 1 an après, quel dommage, quoi, quel temps perdu. Apprendre, si j'avais donné une définition relativement simple, ça serait la remise en cause de mes représentations initiales, avec la conscience, la prise de conscience que ce que j'entends ne correspond pas à ce que je savais. S'il n'y a pas de bascule, de prise de conscience entre justement la modification de ces conceptions initiales avec la représentation que je me fais du monde et celle que je perçois de l'extérieur qui viennent les modifier, je ne crois pas qu'il y ait apprentissage. Il y a des informations qui sont piles comme dans un vase qu'on remplit, mais je ne suis pas sûre que ce soit créateur de sens, en tout cas créateur d'innovation et d'intégration ou d'engagement dans la manière de construire le monde. Et je pense qu'on a une grande responsabilité là-dedans. Merci, mais ça me fait penser à autre chose. Alors, lorsqu'on parle de prise de conscience, est-ce qu'au niveau de l'élève, on dira de 13 à 17 ans ou de 10 à 17 ans, est-ce qu'il a la capacité d'avoir ce niveau d'éveil de conscience? Je n'ai pas entendu la capacité de… Est-ce qu'un enfant de 10 à
un adolescent peut avoir ce niveau d'éveil de conscience? Mais bien sûr, même les élèves de la maternelle peuvent avoir cette prise de conscience. Même tout petit, en posant des questions à l'enfant, ces questions un peu éclairantes peuvent faire en sorte que l'enfant prenne conscience que ce qu'il croit n'est pas ce qu'il entend. Je crois que c'est quelque chose qui peut s'apprendre déjà tout petit. Et puis, c'est une lente évolution qui commence quand l'enfant… D'ailleurs, on a tous des mots rigolos qu'on a eus dans notre entourage. Je pense à un petit à qui on disait… un petit qui demandait, enfin qui faisait du chantage à sa maman ou à son papa, et ses parents disent mais arrête de nous faire du chantage. Et le petit répond ok, j'arrête, mais quand vous aurez fini de chanter, vous ferez quand même ce que je vous… quand j'aurai fini de chanter, vous ferez quand même ce que je vous demande. En fait, il avait confondu chantage avec chanter, puisqu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc en fait, il a tourné un peu la phrase à sa sauce et il a répondu une phrase tout à fait claire pour lui. Donc, lui faire comprendre que chantage, ce n'est pas la même chose que chanter, c'est déjà une modification de ses représentations. Il est en train d'apprendre que quand un mot commence de la même façon, il n'a pas forcément le même sens. Donc, en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est parce que l'enfant teste ou se teste dans le monde tel qu'il le perçoit, dans son réel, dans son environnement, qu'effectivement, il va modifier ses représentations. Donc, l'enfant fait ça quand il est tout petit. Et nous n'arrêtons pas de faire ça jusqu'à la fin de notre vie. Apprendre, c'est toujours remettre en cause. Jamais on s'arrête en disant ça y est, là, je crois que j'ai appris, j'ai compris. La science nous montre que son évolution ne s'arrête jamais. En fait, nous permet de continuer à apprendre tout au long de la vie. Pascal, il nous reste encore quelques minutes. Alors, on a plein de questions dans le chat. Je t'en pose une autre du coup de Valérie. Merci Audrey de nous l'avoir noté. Comment concilier le bon sens de l'évaluation-observation, de l'évaluation positive avec les obligations institutionnelles? Comment concilier? Ouais. Ben, je ne sais pas si… Alors, la question du bon sens, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ce qui me semble être du bon sens, c'est que l'évaluation soit toujours constructive pour l'élève, c'est-à-dire qu'il sache que ce qu'il produit, si effectivement c'est… si effectivement ça comment dire… si ce qu'il a produit correspond à la réponse qu'on attendait. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la réponse d'un enfant, d'ailleurs de nous aussi en tant qu'adultes, la réponse, c'est toujours une production neuronale. Donc, c'est une chance. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas sanctionner l'évaluation puisqu'elle est une production neuronale. Par contre, quand on apprend à l'élève à s'interroger sur sa production neuronale, qu'on appelle une erreur. L'enfant ne fait pas semblant de se tromper. Donc, quand il réfléchit sur son erreur et la manière de la faire évoluer, là, je pense que c'est important d'évaluer les choses. Ça veut dire, voilà, tu étais à tel endroit, eh bien, aujourd'hui, tu dis les choses autrement. Tu as grimpé une marche, ou 2, ou 3, ou 4. Ce qui me semble être une évaluation de bon sens, puisque vous utilisez le mot, c'est la capacité pour un élève de comprendre les marches, et de comprendre d'ailleurs, et de voir et de vivre les marches qu'il a montées lui-même, mais c'est aussi de percevoir là où il doit arriver. Ces deux facteurs me semblent très importants. Ça n'empêche pas l'évaluation sommative en fin de parcours, mais en fin de parcours, qui lui permet, parce qu'il le sait, et qui lui permet effectivement de mesurer son cheminement par rapport à ce qui est attendu. Mais ça va forcément avec la modification de la représentation qui consiste à penser que tous les élèves, au même âge, la même année, en fait, vont produire le même type de production cognitive. Tout à fait impossible. Et c'est ça aussi, c'est ce paradigme-là qu'il faut changer. Comme si les élèves étaient tous nés la même année, on les met dans la même boîte à eux et on produit la même chose et on leur demande la même chose. C'est un modèle qui n'existe pas. C'est un modèle qui existe dans l'éducation nationale, mais qui n'existe pas dans la vie réelle. Mais on fait comme tel. Donc l'évolution, peut-être encore une fois de bon sens, c'est celui de permettre à l'élève d'évaluer son parcours d'apprentissage. Merci Pascal. Alors peut-être on a le temps pour une dernière question. Peut-être Corinne qui lève la main si c'est une question rapide, parce qu'après nous voudrions vous laisser un petit peu de temps si vous voulez rejoindre la deuxième session. Corinne, on ne vous entend pas. Corinne. Il faudrait débarrer votre micro. Oui. Ton micro est coupé, Corinne. Il faut débarrer votre micro, Corinne. Ça ne marche pas. Voilà. C'est pas tant une question, bonsoir, merci. C'est pas tant une question, c'est dire que moi je suis parallèlement dans la communauté des compétences de vie.
avec Michel Develay. Moi, j'ai une classe de CM2, donc des gamins de 10 ans. Et depuis le mois d'octobre qu'on a commencé, je travaille en parallèle les compétences de vie, donc tout ce qui est faire des liens à l'estime de soi, la confiance en soi, etc. etc. Et depuis le mois de... Donc, je les ai eus un peu agités en début d'année, c'est un peu normal. Et depuis, j'ai vu une nette évolution du fait de travailler là-dessus, travailler sur les erreurs, la confiance en soi, qu'ils osent, etc. Et j'ai gagné des gens en sérénité dans la classe, parce qu'ils sont beaucoup moins agités. Et au niveau de la participation, c'est-à-dire qu'ils vont oser, ils osent lever la main, même si à la base, ils avaient peur, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose à travailler très sérieusement. Moi, je suis dans l'école, je suis la seule. Je suis la seule de toute l'école à travailler avec ça. Et franchement, je pense que je vais l'utiliser. Je vais continuer à utiliser ces fameuses compétences parce que je trouve que c'est fabuleux pour ce que ça fait avancer. Voilà, c'était plus un témoignage qu'une question. Merci pour ce témoignage. Ces enfants, ce qu'il y a, c'est que aussi, moi, je les ai là cette année en CM2. J'ai changé cette année. Là, moi, je les avais déjà eus au CE2 parce que j'ai changé de classe là, cette année. Donc, c'est des gamins que je connaissais déjà un petit peu, qui m'avaient servi plus ou moins de cobaye avec mon master, les cartes mentales, etc. Donc, c'est des gamins qui sont déjà un peu formés à ça et comment fonctionne leur cerveau, etc. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Des références sur les compétences de vie. La communauté sur les compétences de vie, elle est super. Franchement. Merci beaucoup. Merci Corinne. Merci Corinne. Pascal, qu'en penses-tu? Il est 57. Est-ce que tu as le temps d'une dernière question peut-être ou pas? C'est toi qui choisis. Il peut y en avoir une encore, en effet. On peut en poser une. Je vais la poser à l'écrit. Comment permettre concrètement au sein de sa classe aux élèves de connaître la méthode de travail qui leur correspond et ainsi pas entendu. Pardon. Comment permettre concrètement au sein de sa classe aux élèves de connaître la méthode de travail qui leur correspond et ainsi pouvoir faire de la différenciation. Tu choisis une question, la dernière, et il me reste 2 minutes, c'est ça? T'es gentil, voilà. Jérôme, t'es gentil. C'est ça. Désolé. Fois, c'est Catherine qui l'a choisi pour être plus précis. Merci Catherine. Là encore, c'est très difficile, c'est-à-dire avant de les aider à trouver la meilleure méthode, je pense qu'ils ont un certain nombre de connaissances à avoir en termes de fonctionnement de leur propre cerveau. C'est très large, hein. Ce ne sont pas des neuropsies et on a surtout pas à former des petits neuropsies, mais il y a un certain nombre de choses essentielles à avoir sur la manière dont on gère la mémoire, dont ils gèrent la mémoire, la manière dont on gère le système attentionnel, comment fonctionne aussi ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Je crois que les enfants adorent ce type de choses, ils ont envie de savoir un certain nombre de choses. Il faut leur expliquer ce type de choses. Et souvent, certains disent « Ah, mais alors si vous dites ça, c'est alors que… » Et là, ça y est, on sait qu'ils ont pigé un truc et ça va modifier un certain nombre de choses. Mais là encore, il ne faudrait pas être dans du descendant en disant bah voilà, si tu fais comme ça, ou si tu fais comme ça, ou tu fais comme ça, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Non, je crois que de la même façon et de la même logique, il faut qu'on leur explique un certain nombre de choses pour que de cette connaissance, puisse émerger d'eux-mêmes quelque chose qui leur correspond vraiment. Par contre, là, l'enseignant est un accompagnement puissant par rapport à ça. Mais il faut qu'ils aient suffisamment d'informations pour pouvoir faire le chemin. Et notre rôle, encore une fois, est de les accompagner sur ce chemin. Mais la méthode, finalement, n'est bonne que pour soi, elle n'est pas forcément bonne pour les autres. Donc, c'est important qu'ils aient les moyens encore une fois, de faire ce chemin. Merci Pascal. Je pense que nous allons nous arrêter ici pour peut-être permettre à ceux qui se sont inscrits sur la session suivante de pouvoir la rejoindre. On garde toutes les questions. On est désolé de ne pas pouvoir avoir répondu à toutes les questions, ne serait-ce à l'oral ou à l'écrit. On va les garder quand même, Pascal, on va te les faire passer, pourquoi pas. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre écoute, merci pour ces questions auxquelles, effectivement, on aurait envie d'avoir beaucoup plus de temps pour y répondre. Donc, voilà, je vous engage aussi à écouter les autres conférenciers et puis personnes d'atelier qui seront à la fois soit dans la réflexion théorique, soit dans le concret, qui vont peut-être aussi pouvoir vous apporter un certain nombre de choses et apporter des questions auxquelles vous n'avez peut-être pas réponse là pour l'instant aujourd'hui.